Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. Juin 2010, à Aigli, dans l'Essonne. Un simple cambriolage fait ressurgir une enquête classée sans suite quelques années plus tôt. Une mort suspecte, des contrats d'assurance vie au montant mirobolant, des jeunes femmes vulnérables et un suspect à la personnalité envoûtante. Autant d'indices à démêler pour trouver le fin mot de l'histoire. Récit de cette enquête par Marie-Pierre Évrard, adjudante-chef de gendarmerie. Vous écoutez Une enquête dans la peau, Mortelles Assurances. Première partie. Je m'appelle Marie-Pierre Évrard, j'ai 45 ans et je suis sous-officier de gendarmerie. Au cours de ma carrière, j'ai exercé plusieurs années en section de recherche. Des affaires criminelles, j'en ai traité plusieurs. Elles étaient toutes plus ou moins complexes et sensibles, mais celle que je vais évoquer a été particulièrement éprouvante. Je dirais même hors norme. Une affaire dont les victimes sont toutes des femmes, séduites par un prédateur obsédé par l'argent. Une affaire sordide, allant jusqu'au meurtre. C'est l'affaire Jamel Lelmi. C'est un dossier qui a duré 3 ans, pour lequel nous avons été confrontés à tout. Je dirais vraiment tout. Et au final, je m'aperçois que ce dossier a occupé 9 ans de ma vie. Pour moi, être gendarme, c'est une vocation. Alors, ça peut paraître un peu cliché, ou je jouais aux gendarmes et aux voleurs, mais j'avais jamais le rôle du voleur. Depuis toute petite, l'injustice ne me plaît pas. Donc en étant gendarme, je savais que je pourrais rendre justice et aider les autres. Donc depuis toute petite, c'est ça, c'est aider les autres. Donc j'ai pu intégrer la section de recherche de Paris, où là j'ai intégré le groupe d'atteinte à la personne, qui est le groupe crime. Compte tenu de mon parcours professionnel et les dossiers auxquels j'ai été confrontée, on finit par se blinder, par mettre en place des mécanismes de protection pour ne pas être trop exposé émotionnellement et personnellement par rapport au dossier, ce qui nous permet de rester quand même objectif et professionnel. Alors je dis bien qu'on essaye, hein. C'est pas toujours évident, mais le but c'est de ne pas trop se transposer et ne pas y mettre de l'affect personnel dans un dossier et pour pouvoir le mener à bien, en fait. La gendarmerie est alertée par une plainte pour cambriolage. L'histoire commence en juin 2010 et ce jour-là, une personne se présente à la gendarmerie d'Aigli, dans l'Essonne. La personne qui se présente à la brigade pour déposer plainte s'appelle Julie Derouette. Elle s'adresse à la personne qui est chargée d'accueil, qui est une jeune gendarme, et elle lui déclare qu'elle veut déposer plainte pour un cambriolage. Et au fur et à mesure de la plainte, elle relate divers éléments qui éveillent l'attention de la gendarme. Donc elle sent quelque chose quand même qui prend une dimension qui la dépasse. Et pour être sûre de ne pas rater quoi que ce soit, elle s'adresse à un binôme de la section de recherche, donc de ma division. Une jeune gendarme, Maëva, descend nous voir et elle va voir Stéphane, surtout, elle lui dit « Écoute Stéphane, il y a une dame là qui vient déposer plainte. » Rodrigue Mukoko, adjudant-chef de gendarmerie. On lui a volé des documents et un caméscope. Alors bon, ça ne semble pas nous intéresser a priori, mais elle nous dit, cette femme, en plus de ce fait-là, elle soupçonne donc son ancien conjoint d'être l'auteur de ces faits. Elle dit aussi qu'elle le soupçonne d'être à l'origine de l'agression dont elle a été la victime fin 2009 au Maroc. Et là, elle commence à donner des éléments faisant part de souscription de contrats d'assurance décès.
Le hasard fait qu'avec nous, dans notre cellule d'enquête, se trouve un autre camarade gendarme, Thierry, qui entend la discussion et on dit « Mais comment s'appelle ce monsieur ?» Il me dit « Il s'appelle monsieur Jamel Lelmi ». Et Thierry lui réagit. Et il dit « C'est pas possible, ça recommence ». Et là, il nous dit « Écoute, il y a 3 ans, Jamel Lelmi, sa femme Kathleen, est morte dans un accident de la circulation routière, un accident de vélo. Et l'affaire était pas très nette, il y avait des histoires d'assurance décès, et ça a traîné, et on a toujours eu un doute sur lui, mais l'enquête n'a pas abouti. On se rend compte assez vite que y a quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez étonnant. Donc le colonel de la section de recherche est contacté, et en accord avec le parquet à Évry, nous sommes saisis très rapidement de la procédure. Donc à ce moment-là, on a 2 dossiers en un. Donc il y a la plainte de Julie Derouette et l'accident de Kathleen Vasseur, qui ont pour vecteur commun Lelmi Jamel et surtout des contrats d'assurance dont il est l'unique bénéficiaire. Première affaire, la mort suspecte de Kathleen. Leur relation débute en juin 2006. Donc ils se rencontrent dans une salle de sport. Elle travaille en agence à la NPE et lui fréquente déjà de façon assidue les salles de sport. Les choses évoluent à une vitesse assez impressionnante. Rapidement, Kathleen va ouvrir un compte commun avec Lelmi. Et le 18 novembre, le couple se marie à Brétigny-sur-Orge, dans une pizzeria sur la Nationale 20, avec des témoins que le couple connaît très peu, sans famille, sans amis. Et Kathleen Vasseur aura son accident le 30 janvier. On est le 30 janvier 2007. Lelmi Jamel et son épouse se sont rendus à Decathlon pour acheter un VTT à Kathleen. À la sortie, Kathleen veut absolument essayer son vélo. Et on est à la tombée de la nuit, il fait très froid. Lelmi Jamel dispose lui-même de son vélo. Il n'a pas d'éclairage et pour autant, ils vont prendre le risque d'emprunter une route non éclairée, dépourvue de pistes cyclables et circuler le long de la chaussée. À un moment donné de leur trajet, une voiture arrive phare éteint à vive allure et va se rabattre sur Kathleen, qui tombera. Monsieur Lelmi, qui ne souhaite pas que Kathleen soit percutée par une autre voiture, décide de la protéger en la mettant dans le fossé et se couche sur elle. 2 témoins importants vont se présenter puisqu'ils rentrent à leur domicile. Il s'agit d'un pompier professionnel et d'une infirmière en réanimation, constate que Kathleen est inanimée. Donc ils essayent d'intervenir en se présentant et en s'identifiant comme étant des professionnels de santé, mais monsieur Lelmi les repousse de peur qu'il n'aggrave l'état physique de son épouse. Les témoins expliqueront qu'avec plusieurs personnes, ils arrivent néanmoins à retirer monsieur Lelmi. Elle est en arrêt cardio-respiratoire. Elle sera acheminée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les faits se passent un mardi soir, le 30 janvier 2007. La gendarmerie m'appelle. Brigitte Thépeau, mère de Kathleen. En me disant que ma fille a eu un accident de circulation très grave et qu'il faut que je prenne de ses nouvelles. Donc j'appelle, bien sûr au téléphone, on me donne pas beaucoup de nouvelles, on me dit que c'est grave mais je n'en sais pas plus. Donc je prends le premier train le matin et j'arrive à l'hôpital. Bon, déjà au téléphone, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu alertée, qui m'avaient contrariée, dans le sens où la gendarmerie me parle de Kathleen Lelmi. Donc moi, Lelmi, pour moi, c'était pas son nom, quoi. Donc je cogite quand même pendant tout le train, le voyage et tout ça. J'arrive à l'hôpital, je suis pas bien, quoi.
Et donc c'est un ami qui m'emmène et il m'a dit, bon, il faut que je te dise, tu vas avoir une surprise quand tu vas rentrer. Il vaut mieux que je te le dise avant, ta fille, elle est mariée. Ma fille, elle est mariée. Oui, et il y a son mari qui est là. Donc, deuxième choc. Donc je savais pas du tout que ma fille était mariée. Pas du tout. Donc je vois ma fille et moi je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique, quoi, puisqu'elle avait eu un choc violent sur le pare-brise d'une voiture. Elle a été éjectée sur plusieurs mètres sur le goudron. C'était la nuit. Donc je m'attends vraiment à voir quelque chose de terrible. Et là, chose extraordinaire, bon, mis à part bien sûr qu'elle était branchée, qu'il y avait le respirateur artificiel, enfin tout ça qui est quand même assez impressionnant. Ma fille était belle, hein. Belle. Elle était belle comme un cœur, elle avait rien. Elle avait rien, elle avait le visage magnifique, elle avait une petite égratignure sur son menton. Rien du tout. Rien qui puisse me faire comprendre qu'elle a eu un accident de circulation, quoi. J'arrive pas à l'admettre, ça. La voiture qui a pris la fuite est retrouvée le soir même à quelques kilomètres de la scène de l'accident. L'auteur ne sera pas identifié, ce sera d'ailleurs le motif de la clôture du dossier. Alors, autre élément important que l'on découvre dans ce dossier, Kathleen Vasseur avait souscrit des contrats d'assurance décès quelques semaines avant son accident. Ces contrats d'assurance avaient une particularité puisqu'il y avait une clause de doublement de prime en cas d'accident de la circulation. En 6 mois, on a un mariage, les contrats d'assurance et le décès de Kathleen. Le Lmi Jamel touchera une somme qui avoisinera les 1 200 000 € suite au décès. L'affaire du cambriolage prend alors un tournant inquiétant. Lorsque l'on contacte une assurance qui est Magnolia Web, ils nous rappellent en nous disant « Effectivement, on a bien des contrats au nom de Julie Lerouette, mais nous avons aussi un contrat au nom de Karine Thiebaud, dont le bénéficiaire est le Lmi Jamel. » L'enquête prend une autre dimension. On va devoir travailler aussi une nouvelle personne qui est Karine Thiebaud. On procède à son audition et je suis présente. On s'aperçoit tout de suite que c'est une femme assez fragile, qui ne comprend pas toujours les questions qu'on lui pose, où il faut parler vraiment lentement et simplement. Et qui a beaucoup de mal d'expliquer pourquoi elle a souscrit des contrats et surtout pourquoi le Lmi Jamel en est le bénéficiaire. Donc on s'aperçoit qu'elle n'a pas énormément d'amis, qu'elle ne fréquente pas beaucoup de monde. Et avec l'enquête, on va s'apercevoir qu'elle a rencontré monsieur le Lmi Jamel en fréquentant une boîte échangiste au Moon City, dans le 18e. Donc ils se sont rencontrés, ils ont eu des rapports à plusieurs reprises. Il est gentil avec elle, donc elle a une vraie attirance pour le Lmi Jamel. Un jour, monsieur le Lmi lui propose de souscrire des contrats d'assurance compte tenu de leur amour mutuel. Donc Karine Thiebaud accepte. Ils se rendent dans un cybercafé à Brétigny-sur-Orge. Et là, ils vont contacter diverses assurances pour obtenir des contrats. Donc c'est monsieur le Lmi qui appelle Magnolia Web Assurance. Il explique à la personne qu'il est assez pressé. Il souhaite obtenir immédiatement les documents. Et donc tout se fait dans la précipitation. Du coup, on va la placer sur écoute également. Et à un moment donné du dossier, on a une communication qui peut passer en fait inaperçue, mais qui malgré tout suscite des grosses interrogations, puisqu'on entend Karine Thiebaud qui s'entretient avec le Lmi Jamel. Elle lui explique qu'elle est fatiguée, qu'au travail ça se passe pas forcément très bien. Et là, le Lmi Jamel lance une phrase qui paraît innocente en disant tu as l'air bien fatigué, il serait peut-être opportun de faire un voyage à l'étranger.
Cette phrase-là, elle paraît anodine, mais pour nous, ça peut être aussi synonyme d'un fait similaire à l'accident de Julie Derouet. Donc il y a un vrai cas de conscience qui se pose. Est-ce qu'on continue l'enquête et on fait peut-être prendre un risque à Karine Thiébaut, ou alors est-ce qu'on décide de procéder à l'interpellation de Lelmi Djamel pour ne prendre aucun risque? La magistrate décide de ne prendre aucun risque et de procéder à l'interpellation de Lelmi Djamel pour éviter tout risque, puisque nous ne sommes pas à même de pouvoir protéger H24 Karine Thiébaut. Donc le 5 août 2010, Lelmi Djamel est interpellé. On découvre un personnage très calme, très posé. Il semble pas spécialement stressé ou surpris par notre arrivée, donc il nous laisse facilement rentrer à son domicile. On s'installe pour procéder à la perquisition et on lui explique qu'il va être placé en garde à vue. Je lui annonce l'heure et dit à partir de ce moment, on vous place en garde à vue pour le fait donc d'assassinat sur la personne de Kathleen Lelmi, sur une tentative d'assassinat sur la personne de Julie Derouet et un vol sur la personne de Julie Derouet. Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est qu'il ne réagit pas sur les deux premiers faits qui sont les plus graves, et il tique sur le vol. Là, il réagit, il dit « Quoi, un vol ?» Et voilà, il s'attarde sur le vol. Il est très surpris qu'on lui parle de vol. Mais il ne manifeste aucune émotion, aucune surprise. Il reste assez stoïque. Il nous dit « Faites ». C'est une perquisition qui est très silencieuse, en fait. Et au bout d'un moment, alors que je suis en train de chercher dans un placard, Lelmi Djamel vient à mon contact et s'approche de moi et me dit « Ça fait quand même plusieurs heures que vous travaillez, que vous êtes là pour moi. Est-ce que vous voulez pas un café ou faire une pause ?» C'est un comportement qu'on n'a pas l'habitude. Donc il est entravé, il est sous escorte. Donc à ce moment-là, je demande à l'escorte de rasseoir monsieur Lelmi et de nous laisser procéder à la perquisition. On sent qu'il cherche quand même le contact pendant la perquisition, alors qu'en fait, on n'est pas trop en contact avec lui, mais lui le cherche. À ce moment-là, les perquisitions n'apportent pas vraiment d'éléments qui pourra débloquer l'affaire ou étayer les suspicions. Le suspect et sa compagne sont placés en garde à vue. Quand on procède à l'interpellation de Lelmi Djamel, en marge de cette interpellation-là, il y en a une autre qui est faite en même temps. C'est celle de Céline David, qui est en fait sa compagne. Les raisons pour lesquelles nous l'avons placée en garde à vue, c'était déjà pour avoir une explication sur sa relation avec Lelmi Djamel, mais également pour s'assurer qu'elle ne puisse pas être son complice ou le co-auteur. Elle explique qu'elle a eu une relation continue avec Lelmi Djamel. Ils ont eu une interruption quand il a rencontré Kathleen, dont il est tombé amoureux, et lorsqu'ils se sont mariés. Mais qu'elle a toujours été proche de Lelmi Djamel. Et après le décès de Kathleen, ils ont repris leur relation amoureuse. Elle n'a jamais souscrit de contrat d'assurance au nom de Lelmi. Son audition n'apporte pas énormément d'éléments. Elle atteste seulement qu'elle était présente à Marrakech quand Julie Derouet a eu son accident, qu'à aucun moment Lelmi Djamel ne l'a quittée et que par conséquent, il ne pouvait pas être à l'origine de l'accident dont Julie Derouet était victime. Elle sera laissée libre à l'issue de sa garde à vue. S'agissant de la garde à vue de Lelmi, c'est mon collègue Rodrigue Mokoko qui a mené les entretiens. Il ne se trouble que rarement, une fois ou deux sur des petits éléments. Il n'essaie pas de me convaincre.
qui n'a rien à voir avec les faits. Les faits sont dramatiques et il ne dit rien. Il fait attention à ce qu'il dit, il maîtrise exactement tout ce qu'il dit, il me fait répéter plusieurs fois, il demande à relire, à visionner ce que j'ai tapé pour être sûr, à la virgule près quasiment. Des fois, il demande à reformuler des propos qu'il a tenus. Sur Julie Derouet, il est très prolixe, il est à l'aise, il nous explique un petit peu qu'il est victime de son succès et que c'est elle qui le harcèle, qui le poursuit de ses assiduités auxquelles il ne répond quasiment jamais. Et il nie tout ce qui est en rapport avec des souscriptions de contrats dont il nous dit qu'il ne peut pas avoir connaissance. Il feint l'étonnement, ou alors il est étonné. Julie Derouet s'est servie de mon histoire que je lui ai racontée sur Kathleen pour exactement refaire la même chose. Donc là, on sent qu'il se victimise dans cette relation. Sur Kathleen, au début, il répond simplement à nos questions assez facilement. Et là, quand il voit qu'on arrive sur l'accident, là, il se ferme. Il s'emporte même une fois, il s'énerve, il regarde la caméra, les deux caméras, il invective un peu tout le monde. Et à partir de là, il se renferme en disant « Je ne me rappelle plus, je suis en état de choc, je ne réponds pas à vos questions. » Alors, je continue parce qu'on a effectivement des centaines de questions à lui poser. Quand on arrive à Karine Thiébaut, là, il reprend l'attitude qui était la sienne au départ, donc il est de nouveau calme, serein. Alors là, il nous dit que c'est une relation affective, ce qui, je me rappelle aussi, de manière anecdotique un peu, me fait sourire. Et je lui ai dit, Jamel, quand même, là, non, pas elle. Parce que manifestement, cette jeune femme avait des problèmes psychologiques, donc elle avait quelques retards intellectuels. Et le montage financier de ces contrats d'assurance décès, manifestement, ne pouvait pas être de sa propre initiative à elle. Et là, je dis quand même, ça c'est un peu gros. Et il esquisse un sourire un peu, l'air de dire, ah oui bon, il sourit. Alors là, c'est mon interprétation, hein, qui est libre et qui n'apparaît pas en procédure, mais on sent quand même que bon, il nous dit des choses, mais qu'il n'est pas dupe du fait que je ne le crois pas non plus sur tout ce qu'il nous dit. Et à l'issue des auditions de garde à vue, la magistrate décidera qu'il soit placé en détention provisoire pour poursuite d'enquête. Voilà. Les enquêteurs se penchent sur le profil du suspect. Il est toujours un peu décrit de la même façon, comme quelqu'un de très gentil, serviable, avec un caractère toujours égal, souriant, plutôt charmeur, séducteur. J'ai souvenir d'une audition d'une femme qui me disait avoir rencontré Jamel une seule fois parce qu'il occupait sa place de parking. Lui avoir mis un mot en disant « c'est ma place de parking, veuillez nous la rendre ». Il est venu avec un gros bouquet de fleurs, s'excuser. Elle lui a ouvert la porte alors qu'elle était très méfiante. Elle venait d'avoir un jeune bébé. Elle était très merlouve. Même elle nous disait que son mari avait même du mal à toucher l'enfant. Elle me dit qu'au bout d'1 heure de discussion, Jamel avait la petite dans ses bras et elle lui avait raconté sa vie et qu'il était devenu son meilleur ami. Quasiment au cours de cette discussion. Ce qui nous a effectivement étonnés, mais ça a été corroboré plusieurs fois par d'autres personnes, comme quoi effectivement il avait une facilité de contact et qui répondait très facilement aux attentes finalement de son ou de ses interlocuteurs. On a ce terme-là aussi qui ressort de frimeur parce qu'il a des véhicules différents, il peut exhiber de l'argent, il fait beaucoup de voyages, donc il a un train de vie assez élevé. Quand on exploite le contenu de son téléphone portable, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contacts, mais qui sont des contacts surtout féminins. Il y a énormément de photos et c'est là où on voit vraiment le côté séducteur et charmeur de l'individu qui multiplie en fait les conquêtes sentimentales
On peut avoir une photo d'un cœur dessiné dans le sable avec un prénom et la photo d'après, le même cœur mais avec un autre prénom de marqué dans le sable. Donc on a vraiment une personnalité séductrice avec beaucoup de relations extra-conjugales. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Christophe Lancellotti et réalisé par Christophe Lancellotti et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.